Je vais vous laisser le temps de vous connecter comme d'habitude. Et si vous pouvez me confirmer en commentaire que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, c'est cool. Je veux bien. Comme ça, après, je vais pouvoir commencer ma présentation. Donc, bonsoir à tous, hein, comme je le disais, bienvenue à tout le monde. Je vais vous laisser un peu de temps pour vous connecter. N'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien avant que je commence, comme ça on est sûr que toute la technique va bien. Super, merci Sophie. Ok, donc pour je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, de vous installer. Et donc je vais vous préciser un petit peu comment va s'organiser ce Facebook Live. Donc déjà, moi je m'appelle Julie Meunier, je suis cofondatrice du site pvtis.net, qui est un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit et qui est consacré au programme Vacances-Travail. Que ce soit au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au Chili, dans les 14 pays qui sont proposés aux Français. Et par extension, au fil du temps, on a aussi renseigné des gens qui partent au Canada avec d'autres types de permis, études, stages, jeunes professionnels, mobilité francophone, entre autres choses, et aussi les résidents permanents. Et donc, on a constaté ces dernières semaines que vous étiez très nombreux à nous poser des questions sur les départs en famille ou même en couple. Donc, on vous propose une visioconférence qui est dédiée totalement à ce sujet. Je vais vous présenter différentes choses pendant cette présentation et à la fin, vous pourrez nous poser vos questions. J'ai mes collègues qui sont actuellement en train de regarder les commentaires qui vont être laissés sur Facebook et qui vont m'indiquer à quelles questions je vais pouvoir répondre. On va essayer au maximum de répondre à vos questionnements sur le sujet. Avant de commencer, je voulais préciser pour ceux qui attendent un petit peu que la situation Covid-19 évolue, que toutes les semaines, généralement le jeudi, on fait un point Covid-19 sur notre compte Instagram qui s'appelle PVTiste, tout simplement avec un S. Et donc, dès qu'il y a une information pendant la semaine, on vous tient au courant en vous donnant le lien utile pour avoir toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, notamment si vous vous intéressez à la réouverture des frontières ou aux différentes mesures qui ont été mises en place par le Canada. Voilà, là vous commencez à être déjà pas mal, donc je vais pouvoir commencer ma présentation. Alors, on va faire un petit point sur les permis pendant cette période Covid-19, puisque ça change quand même pas mal de choses pour certains d'entre eux. Donc déjà, quel permis on peut aujourd'hui demander? Pour tout ce qui est expérience internationale Canada, donc c'est-à-dire le PVT, le stage coop international, le jeune professionnel et même le VIE. Aujourd'hui, on peut tout à fait s'inscrire dans le bassin de candidats du permis qui nous intéresse. Par contre, il n'y a plus aucune ronde d'invitation ou de traitement des demandes depuis le mois de février. Donc il y a beaucoup de questions à ce sujet. Quand est-ce que ça va reprendre? Est-ce que ça va reprendre surtout? Ou est-ce qu'il faudra attendre la saison 2021? Honnêtement, on n'a aucune information à ce sujet. On a fait une interview sur PVTiste de l'ambassade du Canada à Paris et malheureusement, eux-mêmes nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas plus d'informations pour le moment. Donc sachez que si vous voulez partir avec l'un de ces permis-là, il va falloir attendre soit que la saison EIC 2020 reprenne, soit, si jamais elle est close, que la saison 2021 commence. Donc bien sûr, sur notre page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, pvtis.net Canada, on vous tiendra au courant dès qu'on aura de l'information à ce sujet. Pour ce qui est permis d'études et permis de travail, autres que les permis EIC, là, les demandes sont traitées aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire une demande de permis de travail classique avec études d'impact sur le marché du travail, ou si vous voulez faire une demande de mobilité francophone par exemple, vous avez la possibilité de le faire. Bien sûr, il faut que vous y soyez éligible et pour ça, je vous laisse consulter le site des autorités canadiennes, canada.ca, pour en savoir plus. Maintenant, une fois qu'on a obtenu un permis pour aller travailler au Canada, avec lequel on peut partir, parce que ce n'est pas le cas de tous. Si vous avez obtenu un PVT avant le début de cette crise Covid-19, vous pouvez partir au Canada, mais uniquement si vous avez trouvé un emploi. Vous devez en effet avoir une promesse d'embauche, ce que les Canadiens appellent une offre d'emploi, et vous devez également avoir une attestation de votre employeur qui dit que son entreprise fonctionne toujours et qu'il sera bien en mesure de vous faire commencer à travailler une fois votre quatorzaine terminée. Puisqu'aujourd'hui, quand on arrive au Canada, quel que soit son statut, on doit s'isoler de façon très stricte pendant 14 jours. On ne peut même pas sortir faire ses courses. Si on a eu un permis jeune professionnel ou un permis stage coop ou un permis VIE avant le début de la crise et qu'on veut partir aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Ça, c'est bon, on peut partir.
Pour les permis de travail classiques ou les permis mobilité francophone, là aussi on peut partir. Et enfin pour le permis d'études, normalement on ne peut pas partir au Canada, mais à partir de demain, le 20 octobre, je vais faire une citation, les étudiants dont l'établissement d'enseignement désigné a mis en place un plan d'intervention immédiate en réponse à la Covid-19 approuvé pourront partir au Canada. Donc la liste des établissements concernés par cette possibilité de partir, je l'ai vérifiée juste avant de commencer cette visio. Malheureusement, elle n'est pas encore en ligne, donc n'hésitez pas à surveiller un peu le site des autorités canadiennes aujourd'hui ou demain. On espère que la liste sera disponible à ce moment-là. Si vous avez l'obligation de demander une AVE, une autorisation de voyage électronique aujourd'hui pour partir au Canada, hein, ce sera peut-être votre cas, vous allez voir, je vais le préciser quand ce sera nécessaire. Vous allez faire une demande d'AVE normale, mais vous allez devoir aussi contacter les autorités canadiennes pour leur expliquer pourquoi vous êtes dispensé des exemptions de séjour. Ce n'est pas une demande d'AVE classique, c'est une démarche un petit peu plus compliquée que d'habitude. Voilà, donc ça c'est le point sur les permis. Maintenant, pour vous expliquer ce dont je vais parler. Je vais commencer par les départs avec un enfant. Ensuite, je vais parler des départs quand on part en couple hors Covid-19, c'est-à-dire les règles de base. Ça peut concerner certains d'entre vous qui n'ont pas le projet de partir tout de suite au Canada, peut-être dans 1 an, dans 2 ans. On espère que cette crise sera derrière nous. Dans ce cas-là, ce sera ces règles-là qu'il faudra respecter. Ensuite, je parlerai des départs en couple pendant la période Covid-19 puisque certaines choses changent. Ensuite, je parlerai un petit peu du budget à prévoir, des choses à savoir quand on part en famille et ensuite on passera aux questions-réponses. Alors pour ceux qui veulent partir avec leur enfant, il faut savoir que vos enfants, ils peuvent toujours vous accompagner au Canada. Par contre, comme tout le monde, ils doivent avoir leur statut bien à eux. Ils ne sont pas inclus dans votre permis de travail comme votre PVT et vous ne devez pas obtenir le même permis de travail que vous avez obtenu vous pour votre enfant. Je vous précise ça parce que souvent les PVTistes, quand ils obtiennent un PVT, ils se demandent s'ils doivent aussi demander un PVT pour leur enfant, sauf que votre enfant ne va pas travailler au Canada, donc vous n'avez pas besoin de demander un permis de travail pour lui, mais il n'est pas non plus automatiquement inclus. Alors quel statut un enfant va obtenir? Il y en a plusieurs dans la situation hors Covid. Soit il va obtenir un statut de visiteur quand vous allez arriver au Canada, donc il sera tout simplement un touriste. Ou alors il va obtenir un statut de visiteur avec le droit d'étudier. Ça peut être utile pour les enfants qui sont en âge d'étudier au Canada, mais sans avoir à faire de demande de permis d'études. C'est ce que beaucoup de parents font quand ils partent au Canada hors Covid. Ou alors, troisième option, depuis notre pays d'origine, on demande pour notre enfant un permis d'études. Comme ça, voilà, on a tous les papiers qui sont faits avant de partir. C'est aussi une option valable. Simplement, vous allez devoir payer le permis d'études. Donc c'est pour ça que beaucoup de parents d'habitude se tournent plutôt vers le permis de visiteur avec le droit d'étudier. Sachez que l'école ou l'instruction au Canada est obligatoire à partir de 5 ans en Nouvelle-Écosse et sur l'île du Prince-Édouard et à partir de 6 ans dans toutes les autres provinces. Voilà. Votre enfant doit disposer d'un passeport et également d'une AVE, l'autorisation de voyage électronique, sauf s'il obtient un permis d'études, puisque quand on obtient un permis d'études ou un permis de travail, on obtient automatiquement une autorisation de voyage électronique. Mais si vous partez simplement en visiteur pour obtenir un statut de visiteur avec le droit d'étudier pour votre enfant, il faudra bien penser à demander une AVE. On va vous mettre le lien en commentaire de la vidéo pour demander l'AVE. C'est canada.ca/AVE. Je vous le précise parce qu'il y a pas mal de sites internet sur lesquels vous allez tomber si vous faites des recherches Google et qui ne sont pas les sites officiels. Vous devez vraiment passer par le site du Canada et payer 7 $, pas plus. Ensuite, si vous partez avec votre enfant, mais pas avec l'autre parent, ça peut arriver, hein, il faut que vous ayez la copie de l'acte de naissance de votre enfant, une lettre d'autorisation du parent qui ne vient pas au Canada avec ses coordonnées, donc son adresse et son numéro de téléphone. Il faudra également une copie du passeport ou de la carte d'identité de l'autre parent. Voilà, je le précise au cas où certains d'entre vous sont séparés. On va vous mettre un autre lien vers le site du Canada, dont la page s'appelle Enfants mineurs voyageant au Canada. C'est une page que je vous invite à lire si vous partez avec un enfant. Comme ça, vous aurez toutes les informations officielles et à jour sous les yeux et vous êtes sûr de rien oublier.
N'hésitez pas également à avoir quelques pistes pour faire garder votre enfant quand vous allez arriver, pour le cas où l'agent d'immigration vous demanderait un petit peu si vous avez commencé à faire ces recherches-là. Par exemple, si vous arrivez pour travailler, l'agent d'immigration peut vouloir s'assurer que votre enfant va être gardé, que vous savez un petit peu comment ça fonctionne, des solutions, etc. Enfin, c'est une question qui revient assez souvent. Qu'est-ce qui se passe si j'obtiens par exemple un PVT, donc un permis de travail, que je tombe enceinte ensuite et qu'après je pars au Canada? Vous n'avez pas de choses à dire aux autorités canadiennes, même si votre enfant naît entre l'obtention de votre permis de travail et votre départ au Canada, tout simplement parce que votre PVT, c'est un permis qui est individuel, comme tous les autres permis de travail d'ailleurs. C'est quelque chose qui ne vous concerne que vous, donc vous n'avez pas du tout besoin de prévenir les autorités canadiennes de votre changement de situation familiale. En tout cas, le fait d'avoir un enfant. Par contre, si vous avez un enfant entre l'obtention de votre résidence permanente et votre départ au Canada, là par contre, il faut bien penser à contacter les autorités canadiennes, puisque la résidence permanente, c'est un projet en famille. Donc, c'est important que votre enfant soit inclus dans ce projet. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de partir en couple, hors Covid, les règles habituelles. Alors, j'ai plusieurs cas de figure à présenter, hein, j'espère que vous allez vous retrouver dedans. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est être un couple? Pour le Canada, pour que ce que je vais vous expliquer par la suite soit valable, il faut soit que vous soyez marié, soit que vous soyez considéré comme conjoint de fait. Un conjoint de fait, des conjoints de fait au Canada, c'est des gens qui peuvent prouver qu'ils vivent ensemble depuis au moins 12 mois dans une relation amoureuse. Donc, il faut avoir des preuves de ça, un bail en commun, des factures en commun, un compte bancaire en commun, entre autres documents. Et dans le cas des conjoints de fait, il ne faut pas que vous soyez séparés plus de 3 mois, parce qu'une fois que vous êtes séparés 3 mois ou plus, le statut de conjoint de fait est perdu. Alors que pour les couples mariés, même si vous êtes séparés un petit peu plus longtemps, vous êtes mariés, donc c'est bon. Donc voilà, faites bien attention à ça. Conjoint de fait, c'est pas simplement être pacsé, par exemple. Être pacsé, c'est bien. Ça peut être un document qui vient dans votre dossier, mais ça suffit pas. Il faut vraiment prouver une vie commune depuis au moins 12 mois. Quand vous allez partir au Canada, vous allez devoir avoir, comme je le disais pour vos enfants tout à l'heure, votre statut propre. Chacun son permis. Donc, si vous voulez accompagner votre conjoint qui a trouvé un emploi au Canada dans un domaine non qualifié, c'est-à-dire dans la classification nationale des professions, catégorie C ou D. Si votre conjoint donc, a un emploi non qualifié, vous allez arriver au Canada et vous allez obtenir un statut de visiteur. Vous ne pourrez pas travailler et vous allez devoir demander une autorisation de voyage électronique avant de partir. On va vous mettre un lien en commentaire de la vidéo sur un article qui vous explique un petit peu les catégories d'emploi de la classification nationale des professions. Il y a A, B, C, D et 0. C et D, c'est non qualifié. A, B et 0, c'est qualifié. Et ça, souvent, ça change beaucoup de choses dans votre parcours. Voilà. Donc, conjoint qui a trouvé un emploi non qualifié, on est visiteur, on n'a pas le droit de travailler. Par contre, si on accompagne son conjoint au Canada et que notre conjoint est soit étudiant, donc il a un permis d'études, soit un travailleur qualifié avec un permis de travail fermé, donc mobilité francophone, jeune professionnel ou permis de travail classique fermé, si c'est un emploi qualifié, donc catégorie A, B ou 0, on a deux possibilités. Soit on arrive et on obtient un statut de visiteur, donc là non plus on n'a pas le droit de travailler, ou alors on peut demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant, mais ça il faut le demander soit avant de partir, soit en arrivant au Canada. C'est-à-dire que si vous avez la preuve que vous êtes bien conjoint de fait ou que vous êtes marié, soit vous décidez de demander un permis de travail depuis votre pays d'origine, soit vous décidez de partir au Canada tous les deux et en arrivant, vous montrez à l'agent d'immigration que vous êtes bien le conjoint de fait ou l'époux, épouse du travailleur qualifié et dans ce cas-là, vous obtiendrez un permis de travail ouvert. Ça veut dire que vous pourrez travailler pour n'importe qui, contrairement à votre conjoint s'il est en permis de travail fermé. Je le répète pour ceux qui arriveraient maintenant, ce que je suis en train de vous dire, ça concerne le départ au Canada hors Covid. Tout à l'heure, je parlerai de la situation Covid. Voilà, pour le cas du PVT.
Alors, si vous êtes le conjoint d'un PVTiste, vous allez arriver au Canada et vous allez obtenir un statut de visiteur, donc sans autorisation de travailler, et vous allez devoir demander une autorisation de voyage électronique. Depuis tout à l'heure, je parle de l'AVE, l'autorisation de voyage électronique. Ça concerne les gens qui sont d'un pays comment dire, où les gens sont exemptés de visa au Canada. C'est le cas notamment des Français et des Belges, par exemple, hein, il y en a plein d'autres. Si vous êtes d'un pays qui nécessite de demander un visa quand on part en touriste au Canada, il ne faut pas demander une AVE, il faut demander un visa de visiteur. Je ne l'ai pas précisé avant, mais c'est vrai qu'on est sur Facebook. Peut-être qu'il y a des gens qui sont connectés de partout dans le monde. Donc, quand j'ai dit AVE depuis tout à l'heure, c'est soit AVE, soit le visa de visiteur selon votre nationalité. Si vous êtes français ou belge, c'est l'AVE. Donc quand on arrive avec son conjoint PVTiste, on est visiteur, on n'a pas le droit de travailler. Si au début de son PVT, votre conjoint commence son PVT et il trouve un emploi, si cet emploi est qualifié, catégorie A, B ou 0 toujours, une fois qu'il a 3 fiches de paye, vous pouvez demander un permis de travail ouvert en tant que son conjoint et vous aurez un permis de travail de la durée de son PVT. Voilà, donc cet emploi doit vraiment être qualifié, je le précise, c'est important. Quand je dis 3 fiches de paye, c'est pas forcément 3 mois, puisque bien souvent au Canada, on est rémunéré toutes les 2 semaines. Donc ça peut prendre 1 mois et demi à collecter ces 3 fiches de paye qui vous permettront à vous, conjoint, de demander le permis de travail ouvert en tant que conjoint. Pour le cas des stagiaires, je l'ai mis à part parce que, en théorie, si votre conjoint trouve un emploi au Canada, trouve un stage au Canada dans un domaine qualifié, vous devriez être en mesure de demander un permis un permis de travail de conjoint. Sauf qu'on a très rarement eu ce cas sur PVTiste, donc on n'a pas. J'arrive pas à vous dire tout simplement, bien sûr, vous pourrez obtenir un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un stagiaire, mais en tout cas, dans les faits, si votre conjoint est travailleur qualifié, ça devrait fonctionner. Voilà. On va vous mettre un autre lien vers le site cic.gc.ca, qui est aussi un site du gouvernement canadien, donc un site fiable, qui vous donnera de l'information sur est-ce que mon conjoint peut travailler au Canada. Donc il y aura un petit peu tous les cas de figure. Je vous ai cité 2 sites officiels, cic.gc.ca et canada.ca. Faites très attention, il y a beaucoup de sites internet qui essayent de se faire passer pour des sites officiels, notamment en ayant des noms voilà, qui laissent penser que c'est un site officiel du Canada, avec un drapeau du Canada, etc. Et peut-être même des mensonges hein, sur le site en se faisant passer pour les autorités canadiennes. Faites attention à ça, il y a vraiment canada.ca et cic.gc.ca qui sont fiables. Le reste, méfiez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire, notamment quand vous faites une recherche sur Google ou autre moteur de recherche. Souvent en haut, vous avez des annonces. C'est souvent pas les autorités canadiennes, n'hésitez pas à descendre un petit peu sur la page pour arriver sur des sites officiels. Et évidemment, si vous avez un doute sur un site, avant de donner vos coordonnées bancaires ou de donner votre numéro de téléphone, déjà, ça, c'est 2 signes qui devraient vous alerter. N'hésitez pas à nous demander à nous sur PVTiste, sur notre forum ou sur notre page Facebook, ce qu'on en pense. Mais sachez que les autorités canadiennes, quand vous arrivez sur leur site, elles ne vous demandent pas votre numéro de téléphone comme ça immédiatement et elles ne vous demandent pas non plus votre numéro de carte de crédit. Si vous voyez ce genre de questions, fermez la page. Voilà. Ensuite, on passe au départ en famille pendant la crise du Covid-19. Pour les enfants, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, mais il est préférable, on pense en tout cas qu'il est préférable de demander un permis d'études depuis le pays d'origine plutôt que d'essayer de partir au Canada pour obtenir un statut de visiteur avec le droit d'étudier. La situation, elle est quand même assez complexe en ce moment. On voit des gens régulièrement qui n'arrivent pas à partir au Canada, qui sont à l'aéroport avec la valise, les papiers, etc. et ça passe pas. Donc le mieux, c'est de faire tout dans les règles de l'art pour qu'il n'y ait pas de soucis. Donc on vous recommande de demander plutôt un permis d'études pour votre enfant avant de partir au Canada. Et ensuite, selon son âge bien sûr, si votre bébé a 6 mois, c'est pas nécessaire de demander un permis d'études. Il pourra bien sûr vous suivre en tant que visiteur puisqu'il n'a aucune obligation d'être scolarisé à l'âge de 6 mois ou même à l'âge de 2 ans. Également, vous allez devoir demander une autorisation spéciale
pour partir en famille, une sorte de rapprochement familial. C'est une autorisation que je vais évoquer plusieurs fois dans cette partie de la présentation. C'est quelque chose que le Canada a mis en place pour que les conjoints notamment et les enfants puissent partir avec un détenteur de permis de travail notamment dans le cadre de toute cette situation Covid-19. Une chose que me disait tout à l'heure ma collègue Marie, que vous connaissez sans doute, vous avez dû la voir aussi pour des visios, c'est que si vous pensez partir avec des enfants au Canada, aujourd'hui ça pourrait être pertinent de contacter l'ambassade du Canada à Paris, hein, si vous êtes français ou belge. On va là aussi vous mettre le lien en commentaire. Pour leur expliquer un peu votre projet, qui a quel permis, etc., quel âge ont vos enfants. Et ça peut être pas mal pour un tel départ en famille, puisque là, c'est pas seulement vous, c'est aussi des enfants. Ça peut être intéressant de contacter l'ambassade. Pour les couples maintenant. Alors, plusieurs cas de figure. Si vous accompagnez votre conjoint qui a trouvé un emploi au Canada dans un domaine non qualifié, donc catégorie C ou D, vous allez obtenir là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un statut de visiteur. Vous n'aurez pas le droit de travailler, mais vous allez devoir non seulement demander l'AVE ou, si vous êtes d'une autre nationalité qui n'est pas éligible à l'AVE, un visa de visiteur, mais en plus, vous allez là aussi devoir demander l'autorisation au préalable aux autorités canadiennes pour pouvoir partir avec votre conjoint. C'est vraiment important de faire cette démarche. On va vous mettre le lien de toute façon hein, pour que vous sachiez quel formulaire remplir. Deuxième cas de figure, vous accompagnez votre conjoint qui est soit un étudiant, soit un travailleur qui a obtenu un permis de travail fermé, c'est-à-dire lié à un employeur bien précis, et dans un domaine qualifié, c'est-à-dire A, B ou 0. Deux choix, soit vous arrivez en tant que visiteur, soit vous arrivez en tant que travailleur, en demandant un permis de travail ouvert en tant que conjoint de fait d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant, mais par contre, vous ne pouvez le demander qu'avant de partir. Vous ne pouvez pas simplement partir au Canada et le demander en arrivant avec votre conjoint en montrant les papiers à l'agent d'immigration. Ça, pendant la période Covid-19, ça ne fonctionne pas. Vous devez demander ce permis de travail ouvert avant de partir. Également, il y a deux cas de figure. Vous avez ce permis de travail ouvert, soit vous avez une offre d'emploi, donc permis de travail ouvert plus une offre d'emploi, c'est-à-dire une promesse d'embauche d'un employeur canadien, ou alors le permis de travail ouvert plus l'autorisation que vous aurez demandé au préalable pour accompagner votre conjoint. J'espère que c'est clair ça. Donc le permis de travail ouvert plus un boulot qui vous attend, ou le permis de travail ouvert plus une autorisation de partir avec votre conjoint. Ça c'est pour le cas des gens qui partent avec leur conjoint étudiant ou travailleur qualifié. Voilà. Si vous accompagnez un PVTiste au Canada, vous allez devoir demander un statut de visiteur et donc une AVE ou un visa de visiteur, mais a priori pour tous les pays qui ont un PVT, normalement ça devrait être une AVE dans votre cas. Et vous devez également demander une autorisation de partir avec votre conjoint. Ça c'est important. Une fois que vous serez au Canada avec votre conjoint PVTiste, si il trouve un emploi... autant pour moi, ça c'est quand c'est normal, excusez-moi, moi-même je m'y perds. Si votre conjoint, qui est PVTiste, avec qui vous partez au Canada, aujourd'hui pour qu'il parte au Canada, il faut qu'il ait un emploi. Si cet emploi il est qualifié, uniquement s'il est qualifié, vous avez la possibilité de demander un permis de travail ouvert une fois qu'il a obtenu ces 3 fiches de paye. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, mais je le reprécise. C'est-à-dire que quand on suit quelqu'un qui a un PVT, même en temps de Covid, même s'il a trouvé un emploi, et même si c'est un emploi qualifié, il doit avoir 3 fiches de paye. Voilà, c'est pas comme les autres permis de travail. Si vous avez tous les deux un PVT, mais qu'un seul de vous a trouvé un emploi, vous allez arriver au Canada en même temps. L'agent d'immigration, soit il va voir que vous avez un PVT, vous allez lui dire, je pense, et dans ce cas-là, il va vous valider votre PVT, ou alors il ne va pas vous valider votre PVT parce que vous n'aurez pas d'emploi qui vous attend. Et dans ce cas-là, vous allez entrer au Canada en tant que visiteur. Mais depuis quelques semaines, vous avez la possibilité, si vous êtes au Canada, de valider votre PVT depuis le territoire canadien sur Internet sans avoir à sortir du pays. Donc dans tous les cas, ça ne doit pas vous inquiéter. Si vous avez tous les deux le PVT, ça reste une situation confortable. Il faut simplement qu'un des deux ait au moins un emploi qui l'attend. Voilà. En termes de budget, alors les économies qui sont exigées par le Canada, vous le savez sans doute, c'est 2 500 $ canadiens pour un permis Expérience Internationale Canada,
Donc PVT, stage ou jeune pro. Ça dépend de quel permis vous avez obtenu. Hein. Pour des études, c'est plus. Ça, je vous laisse voir. Normalement, vous l'avez vu quand vous avez fait votre demande de permis. Pardon. Pour votre conjoint, le mieux, c'est d'avoir la même somme d'argent, même si je trouve que 2500 $ canadiens, c'est pas beaucoup. Je recommande en général plutôt d'avoir 2500 €, voire 3000 €, surtout si vous partez dans des villes de type Toronto ou Vancouver qui sont très chères. Voilà, pour votre enfant, alors il n'y a aucune somme qui est donnée sur le site des autorités canadiennes. Éventuellement, vous pouvez partir avec la même somme pour tout le monde. C'est pas des économies qui servent à rien. Votre enfant, d'une certaine façon, va engendrer des frais, puisque vous allez devoir le faire garder peut-être, ou forcément il y a des choses qui vont coûter de l'argent. Donc même s'il n'y a pas de somme indiquée, prévoyez en tout cas de l'argent. Si c'est pas 2500 par enfant, parce que peut-être ça fait beaucoup, essayez quand même d'avoir des économies décentes qui vous permettent de vivre votre début de séjour dans de bonnes conditions. Pour vos billets d'avion, là vous allez devoir aussi prévoir un budget multiplié par le nombre de personnes que vous êtes. Vous avez le droit d'arriver avec un aller-retour ou avec un aller simple. Dans ce cas-là, les autorités canadiennes prévoient que vous ayez un petit peu plus d'argent sur votre compte en banque pour payer les billets retour. Il faut prévoir grosso modo la même somme que pour les allers simples que vous avez payés. Si vous avez un PVT, un permis stage, un permis jeune pro ou un permis étudiant, vous êtes éligible à l'offre PVTiste sur Air Transat qui vous permet de bénéficier d'un supplément de bagages de 23 kg sans frais. Pour le retrouver, vous allez sur pvtist.net dans l'onglet Bon Plan. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Enfin, il y a beaucoup de gens qui en bénéficient. Il ne faut simplement pas s'y prendre à la dernière minute puisque c'est validé manuellement par le personnel de Air Transat. Donc, pensez bien à faire cette démarche un peu en amont. Vous obtiendrez un coupon qui vous permettra d'avoir un bagage en plus sans frais. Vous devez également prévoir un gros poste de dépenses pour votre assurance. Il faut savoir que quand vous partez donc en PVT, stage ou jeune pro, vous avez l'obligation de souscrire une assurance de type PVT, c'est-à-dire une assurance qui vous couvre pour une maladie du quotidien comme une grippe ou une angine, une hospitalisation comme un accident de voiture ou une appendicite, mais également un rapatriement dans votre pays d'origine s'il y a quelque chose de grave. Et ça, vous devez vraiment en prendre une par personne. Il n'y a pas d'assurance où on met toute la famille dessus. Donc sachez qu'il y a plusieurs assurances qui existent. Nous, on travaille depuis presque 15 ans avec Globe PVT qui est un très bon rapport qualité-prix. Qui est au prix de 356 € par an. Donc si vous partez en PVT de 2 ans, c'est 712 € par personne. Donc si vous êtes 4 par exemple avec vos 2 enfants, il va falloir faire 712 € x 4. C'est une dépense que vous allez sentir passer et d'un autre côté, elle est primordiale parce que la santé au Canada, ça coûte une fortune. La moindre visite à l'hôpital, juste pour être reçu par un médecin à l'hôpital, ça peut coûter entre 800 et 1000 $, juste pour qu'il vous voie. Et ensuite, vous allez payer encore d'autres choses s'il y a des examens qui sont pratiqués. Donc évidemment, c'est cher, mais par rapport à l'endroit où vous allez vivre, ça va. C'est une moindre dépense. Voilà. Ensuite, par rapport à votre budget, vous allez prévoir de faire garder vos enfants. C'est pas forcément donné, c'est pas forcément facile. Donc, on va vous mettre un lien en commentaire vers notre dossier qui s'appelle Partir au Canada en famille. Et en fait, il y a eu des témoignages dedans de quelqu'un qui vit à Montréal et de quelqu'un qui vit à Toronto. Ils ont eu des enfants quand ils étaient au Canada, donc justement, ils parlent de leur mode de garde d'enfants, du prix, etc. Ça peut vous donner des bonnes ressources, des bonnes informations. Une autre question qu'on voit passer de temps en temps, c'est est-ce que c'est une bonne idée de tomber enceinte quand on est au Canada? Alors, si vous partez en PVT, c'est vivement déconseillé parce que les assurances PVT, elles ne couvrent pas pour la maternité. Elles vont couvrir pour quelque chose qui vous arrive sur place, pour un accident pur et simple, comment dire. Voilà, pour quelque chose qui vous arrive, qui vous fait du mal en fait. Mais la maternité, c'est pas couvert. Donc ça veut dire que tout sera à vos frais et ça peut vraiment grimper, par exemple, un accouchement qui est compliqué, une grossesse difficile, ça peut monter à plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire 100 000 $. On est en Amérique du Nord, ça coûte vraiment cher.
Si vous êtes au Canada, si vous partez au Canada avec un autre type de permis, renseignez-vous. Est-ce que vous avez le droit à la couverture, à la sécurité sociale de la province dans laquelle vous vous trouvez? Et est-ce que votre employeur propose une sorte de mutuelle, en fait, une complémentaire à la sécurité sociale? Si oui, regardez bien les tableaux de prise en charge, regardez si la maternité est incluse, si elle est exclue, s'il y a des plafonds limites, s'il y a des franchises. Et en ayant tout ça, enfin en toute connaissance de cause, vous pourrez prendre votre décision. Voilà. Ensuite, pour les départs en famille, et après je passe aux questions-réponses, il y a 2 sites internet qu'on va vous mettre en lien, qu'on nous a recommandé pour se renseigner sur les garderies. Donc le premier c'est laplace0-5.com et le deuxième c'est magarderie.com. Dans mon esprit c'était pour le Québec, mais peut-être que ça s'étend ailleurs. Sinon vous pourrez regarder dans le dossier Partir au Canada en famille, il y aura aussi des liens qui vous seront utiles. Alors, il y a un lien qu'on va vous mettre vers un témoignage d'un couple de PVTistes qui est parti au Canada il y a quelques années avec 2 enfants, un tout petit et une petite fille de 5 ans. C'est les Carpentiers, ils s'appellent. Et on va vous mettre donc un lien vers leur première semaine au Canada. Et j'ai noté quelques petites choses, des conseils qu'ils ont donnés. Ils incitent vraiment à expliquer aux enfants pourquoi on part et à faire attention à ne pas leur transmettre notre stress, parce qu'évidemment un tel voyage, un tel départ, peut-être pour une immigration longue, c'est quelque chose qui nous stresse et donc il faut faire attention à ne pas trop donner aux enfants qui, on le sait bien, sont des éponges. Elle insiste bien, la maman, sur le fait que les enfants risquent d'être déphasés au début et donc nerveux, agacés, stressés. Il faut essayer d'être un petit peu laxiste parce que c'est quelque chose qui peut être difficile pour un enfant d'être en fait comment dire, déraciné en fait, de quitter ses copains, de quitter les grands-parents par exemple, ou voilà tout ce qui est un petit peu sa zone de confort comme on dit souvent. Il faut créer une nouvelle routine quand on arrive au Canada, prendre vraiment le temps de faire des choses avec eux et pas hésiter à sortir pour qu'ils s'approprient un petit peu leur nouvelle ville. Je vais faire une citation que la maman a dite sur sa fille de 5 ans. Nous avions complètement sous-estimé la détresse qu'elle ressentirait en laissant sa famille et ses amis en France. Ça a été très dur pour elle. Si c'était à refaire, on ne repartirait pas pendant les grandes vacances, car la Miss s'est vraiment sentie seule, sans copain et non-stop avec ses parents. Donc ce qu'ils ont fait en voyant que ça allait pas, ils l'ont mis en camp de jour, c'est des sortes de centres de loisirs. Pour une semaine, c'est 150 $, comme elle dit, c'est un budget. Mais ça lui a permis de se rendre compte qu'elle s'est fait des copains super vite et que c'est bon, elle va avoir une vie sympa ici aussi. Donc voilà, ce témoignage est vraiment intéressant. Et une dernière chose que j'aimerais dire avant de terminer, c'est une citation également de la maman Carpentier. Ne croyez pas que s'installer à Montréal c'est facile, l'expatriation c'est difficile pour nous comme pour les enfants, se retrouver à l'autre bout du monde tous les 4, ça n'a pas toujours été simple, il faut vraiment avoir un couple en béton, même nous qui avons vécu pas mal de choses, nous avons eu un passage vide, plus que vide, je pense que c'est important d'en parler. Tout n'est pas tout rose, il faut vraiment s'attendre à vivre des moments durs, trop souvent on a tendance à idéaliser cette nouvelle vie. Sa conclusion dans son article, c'est que leur vie est géniale. Voilà, elle dit juste qu'au début, on passe par différents états. Voilà, c'est quelque chose qu'on a peut-être fantasmé et préparé depuis des mois et des mois. Il se peut qu'il y ait un petit passage à vide. Donc, s'y attendre, c'est toujours mieux qu'être pris de court. Donc, voilà, je voulais vous le préciser quand même. Avant de terminer, je voulais vous indiquer que sur pvtis.net, on a ce guide, le guide des PVTistes au Canada. Donc, il est à 12 € en papier, mais il est gratuit en PDF. Vous allez sur pvtis.net/guide au pluriel et vous pourrez le télécharger. Et c'est un guide qui peut intéresser aussi bien les gens qui partent avec un PVT qu'un stage, un jeune pro, mobilité francophone, permis de travail classique, études, puisqu'on parle de beaucoup d'aspects de la vie au Canada. Bien sûr, le début concerne plutôt la demande de PVT et la préparation d'un départ quand on part en PVT au Canada, mais ensuite on parle des démarches à faire quand on arrive, du logement, de la banque, des lignes téléphoniques, de l'emploi, de la culture, de l'achat d'un véhicule, et aussi comment rester au Canada si jamais on s'y sent vraiment bien après un PVT ou un jeune pro, même si ça, en 2020, ça a fait l'objet de pas mal de modifications, donc voilà, on en reparlera prochainement lors d'une visio, mais en tout cas, dans ce guide, vous retrouvez beaucoup d'informations. Donc, il est gratuit en PDF. Honnêtement, vous ne privez pas de sa lecture. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Vous apprendrez forcément quelque chose, je pense. Donc, voilà pour moi, pour la présentation. Je vais aller voir s'il y a eu des questions qui ont été posées. Et je vais tenter d'y répondre. Alors,
Bonjour, je vais partir au Canada en janvier avec ma femme et mes enfants. Nous avons tous les deux la résidence permanente, seulement nous venons juste d'avoir un troisième enfant qui, lui, n'est pas rattaché. Je viens donc de faire la demande de sponsoring pour mon bébé. Est-il possible d'accélérer le rattachement à notre résidence permanente? Alors, effectivement, nous, aujourd'hui, on propose cette séance d'information pour essayer de vous guider un petit peu, mais on n'est pas agent d'immigration et on n'est pas avocat en immigration, donc c'est pas forcément de notre ressort et on n'a pas forcément l'habilitation, entre guillemets, pour répondre à ce type de questions. Le mieux, c'est de contacter les autorités canadiennes pour demander d'ajouter votre nouvel enfant à votre demande. On va vous mettre le lien, un lien là qui va de cic.gc.ca qui se termine par 14. Vous pourrez aller le consulter et contacter directement les autorités canadiennes pour voir ce qui est faisable aujourd'hui. Bonjour, quels sont les délais pour une demande de permis de travail ouvert en ligne? Que pensez-vous du tour du poteau? Alors, aujourd'hui, il y a des délais qui sont affichés sur le site des autorités canadiennes, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité des choses. Ceci étant dit, donc j'ai pas forcément une réponse très précise à la première partie de la question. Par contre, on recommande au maximum d'éviter les tours du poteau pour les demandes de permis de travail ouverts, dans la mesure où votre demande elle pourrait être refusée et que vous auriez quand même à réaliser une quatorzaine stricte en retournant au Canada, en fait. Donc, c'est pas forcément très stratégique de faire ça. Également, sans offre d'emploi, votre entrée au Canada, puisqu'en fait vous sortez du Canada pour y revenir, le fait que vous n'ayez pas d'offre d'emploi, ça pourrait être considéré comme une entrée au Canada qui n'est pas essentielle. Donc, on ne recommande pas de faire le tour du poteau, honnêtement, aujourd'hui. Voilà. Parce que oui, c'est vrai que la personne, là, si tu nous demandes ça, ça voudrait dire que tu es déjà au Canada, c'est ça? À voir si ça peut être précisé. Bonjour, mes enfants de 11 et 10 ans, après notre visite au Canada en 2019, veulent retourner pour continuer leurs études au Canada. Est-ce que moi je peux faire une demande de permis d'études pour mes enfants et en même temps faire une demande de permis de travail? Nous sommes français. Alors, pas sûr de comprendre la question. En tout cas, ce qu'il faut savoir, ce qu'on n'est pas sûr d'avoir compris ta question, c'est le fait que tes enfants obtiennent un permis d'études, ça facilitera pas le fait que tu obtiennes un permis de travail en tant que leur accompagnante. C'est une petite précision qui pourrait avoir de l'utilité. Par contre, effectivement, si tu obtiens un permis de travail, tu pourras demander un permis de travail pour tes enfants. Et les enfants, quand ils nous accompagnent comme ça, quand on a un permis de travail, on obtient pour eux un permis de travail ou un permis d'études ouvert, pardon. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément l'obligation de s'inscrire avant dans une école pour demander le permis d'études, comme c'est normalement le cas pour les autres permis d'études. Mais oui, dans ton cas, faut commencer d'abord par toi le permis de travail et si tu arrives à en obtenir un parce que tu as trouvé un employeur qui te permet de partir, etc., puisqu'aujourd'hui, c'est un peu ça la situation, hein. Les seuls permis de travail qui nous permettent de partir, c'est les permis de travail fermés qui nous lient à un employeur. Donc, il va falloir que tu fasses des candidatures, etc. Si un employeur te permet d'obtenir un permis de travail, là, tu pourras te pencher sur le permis d'études de tes enfants. J'espère avoir répondu à ta question. Bonjour, savez-vous si mon conjoint trouve un PTF en catégorie D, donc s'il a un permis de travail fermé en catégorie D, donc non qualifié, est-ce qu'il aura le droit à la RAMQ et de ce fait, moi et son fils aussi? Donc la RAMQ, c'est la Sécurité sociale du Québec. Il n'y a pas de raison, oui, parce que là, il y a ma collègue qui m'a fait la réponse, je vous avoue que je ne sais pas. Il n'y a pas de raison pour lesquelles toi ou ton conjoint ne pourriez pas être affilié à la RAMQ, puisque quand on est en permis de travail fermé au Québec, on peut bénéficier de la RAMQ, donc normalement, il n'y a pas de souci, vous devriez l'être. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas dit, si vous bénéficiez de la sécurité sociale de votre province et ou d'une complémentaire avec votre employeur, c'est super. Pensez bien, en tout cas moi je le recommande, vu que c'est pas très cher en plus, de bien souscrire pour chacun d'entre vous une assurance rapatriement. C'est quelque chose qui coûte pas très cher. Vous pourriez vous tourner vers notre partenaire qui propose Globe PVT. Je suppose qu'ils ont une autre assurance qui fait que le rapatriement. Je vous dis ça parce que s'il vous arrivait quelque chose de grave et que vous souhaitez être rapatrié en France, excusez-moi, c'est horrible ce que je suis en train de dire, j'espère vraiment que ça ne concernera aucun d'entre vous, mais si par exemple vous avez besoin d'être enterré, par exemple en France ou en Belgique,
si vous n'avez pas pris d'assurance rapatriement, ni la RAMQ ni votre assurance d'employeur ne va vous couvrir. Donc c'est quelque chose qui peut coûter très cher, hein. Un rapatriement, ça peut coûter entre peut-être 3 000 à 4 000 euros et ça peut monter facilement à 80 000 euros. Donc c'est important, je pense, de prendre cette assurance en plus. Bonjour, si mon conjoint bénéficie du PVT et qu'il ne fait pas partie de la bonne catégorie de travail pour que je puisse aussi travailler, quelle solution puis-je avoir pour travailler aussi au Canada ? Alors effectivement, comme tu dis, s'il est dans les catégories C ou D, tu ne pourras pas demander un permis de travail ouvert en tant que sa conjointe, hein, du coup, ou son conjoint, je ne sais plus exactement. Tu pourras simplement arriver avec un statut de visiteur et une fois que tu seras au Canada, si jamais tu trouves une opportunité d'emploi, par exemple, tu as fait une bonne rencontre, tu t'es fait présenter par quelqu'un et puis ton profil intéresse, tu pourrais demander une demande de permis de travail depuis le Canada directement. Donc si tu es au Québec, je te recommande éventuellement de te tourner vers le permis jeune professionnel, hein, auquel tu pourrais être éligible, qui n'est pas cumulable avec un PVT, mais comme tu n'as pas de PVT, ça pourrait être bon pour toi, le jeune pro. Et si tu es en dehors du Québec, ça pourrait être mobilité francophone. Voilà. Il y a d'autres choses, mais disons que c'est les permis les plus simples à obtenir, puisque l'employeur n'a pas tout plein de démarches à faire pour que tu puisses obtenir ton permis de travail. Ensuite, est-ce possible de faire du bénévolat en attendant d'avoir un permis de travail ouvert? Alors ça dépend. Ça dépend au Canada, en fait, si le volontariat ou le bénévolat est considéré comme un travail. Par exemple, si tu fais un volontariat dans une auberge de jeunesse, parce que tu donnes quelques heures de ton temps chaque jour, tu nettoies les cuisines et les salles de bain, par exemple, et en échange, tu as ton lit gratuit dans l'auberge de jeunesse, c'est considéré comme du travail. Donc non, tu n'auras pas le droit de faire cette activité sans permis de travail. Ça dépend vraiment ce que tu fais et il me semble, je ne l'ai pas en tête là, mais il me semble qu'il y a un lien sur le site des autorités canadiennes qui essaye de distinguer ce qui est du travail et ce qui n'en est pas. On va peut-être essayer de te le trouver et ça pourrait être pas mal parce qu'il y a des choses qui sont clairement identifiées comme du non-travail et dans ce cas-là, ce sera bon. Hello, peux-tu nous dire si une simple attestation d'abonnement à un contrat EDF avec nos deux noms suffit pour prouver un statut de conjoint de fait? Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir le plus de preuves possible. Et avoir un seul document, déjà, c'est pas forcément évident. Mais alors, celui-ci, ça peut faire un peu léger. Parce qu'effectivement, c'est déjà pas mal. Hein, mais c'est vrai que le mieux, ce serait avec le bail et les deux noms. Donc, notamment, si certains d'entre vous, là, suivent cette visioconférence mais veulent partir dans 1 an ou 2, peut-être que c'est le moment de faire changer le bail pour mettre vos deux noms, ouvrir un compte en banque la semaine prochaine avec vos deux noms là aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un vrai compte commun qui fonctionne. Ça peut être un compte commun que vous avez ouvert ensemble avec un petit peu d'argent ou pour payer votre loyer par exemple. Ce genre de choses. Mais c'est vrai que dans ton cas, la facture EDF, vous pourriez être colocataire presque. Voilà. Ça va peut-être manquer un petit peu de substance, je dirais. Voilà, voir s'il n'y a pas d'autre chose ou si vous êtes déclaré comme conjoint quand vous faites vos impôts. Enfin, essayez d'accumuler quand même plus de pièces, plus de documents. Bonsoir, est-ce qu'il y a un moyen de partir au Canada en couple non officiel autrement qu'avec un PVT? Alors, est-ce qu'il y a un moyen de partir au Canada en couple non officiel autrement qu'avec un PVT? Alors, si vous trouvez tous les deux un travail et que vous obtenez tous les deux un permis de travail, aujourd'hui, vous pouvez partir au Canada sans souci. Effectivement, oui, c'est ça, ça va être un peu votre seule solution. Ou alors partir en tant qu'étudiant. Voilà. C'est ça, parce que couple non officiel, tu veux dire que vous n'êtes pas conjoint de fait, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes comme deux amis qui partiraient au Canada, vous devez vraiment avoir trouver votre employeur, quoi. C'est ça. Vous trouvez un employeur qui veut bien faire des démarches plus ou moins compliquées selon le permis de travail et vous obtenez un permis de travail fermé qui vous permet de vous envoler vers le Canada. Donc, comme je le disais tout à l'heure, plutôt mobilité francophone en dehors du Québec et au Québec, plutôt un permis de travail un petit peu plus compliqué à obtenir quand même avec une étude d'impact sur le marché du travail. Aujourd'hui, c'est un peu la seule façon d'obtenir un permis de travail au Québec, plus ou moins. Avec ma conjointe, nous aimerions partir au Canada. Je suis qualifiée en tant qu'esthéticienne. Mon conjoint a juste le bac. Nous n'avons pas eu le PVT sur les rondes 2019-2020. Comment faire? Merci beaucoup.
Alors, ce qu'il faut regarder déjà, c'est est-ce que la profession d'esthéticienne dans la classification nationale des professions au Canada, à quelle catégorie ça appartient? Est-ce que c'est A, B ou 0 et donc qualifié, ou est-ce que C et D et dans ce cas-là pas qualifié? Mais bon, si tu me dis que tu es qualifié, tu as peut-être déjà fait la recherche. Alors, dans votre cas, ça vaudrait le coup de regarder le dossier qu'on va vous mettre en lien qui s'appelle Tous les permis et visas pour le Canada. Tu pourrais regarder un petit peu les différentes options. Si ton emploi il est qualifié, effectivement, tu peux obtenir. Ok, ma collègue me précise que c'est catégorie C. Esthéticienne, donc tu n'es pas qualifié. Donc ça voudra dire que si l'un ou l'autre trouve un emploi qui n'est pas qualifié, l'autre ne pourra pas obtenir un permis de travail en tant que conjoint. Après, c'est pas parce que ton conjoint n'a pas le bac ou qu'il a juste le bac, pardon, qu'il va pas trouver un emploi qualifié. C'est pas forcément lié. Faudrait voir en fait. Par exemple, un exemple, ton conjoint, il a eu le bac tout simplement, mais ça fait 8 ans qu'il travaille dans un restaurant et il est passé manager. Manager, si je dis pas d'ânerie, il est possible que ce soit qualifié. Dans ce cas-là, voilà. C'est pas tant une histoire de diplôme, c'est plutôt une histoire de type de métier. C'est pour ça qu'il faut fouiller la classification nationale des professions. Voilà. Si mon conjoint étant jeune professionnel, il me semble qu'il aura le droit à la RAMQ. Dans ce cas, pourrais-je en bénéficier et pourrais-je bénéficier également? Ma collègue me précise quelque chose pour la question précédente. Oui, effectivement, manager de resto, c'est qualifié. Il y a un petit laps de temps entre ce que je vous dis et le moment où vous l'entendez, c'est pour ça. Donc, dans ce cas, pourrais-je bénéficier de la RAMQ et pourrais-je bénéficier également de la complémentaire santé que lui propose son employeur? Alors, ça, c'est à vérifier si ton conjoint va pouvoir en bénéficier. Il nous semble que oui. Par contre, il faut savoir que ton conjoint a l'obligation, en tant que jeune pro, d'avoir une assurance de type PVT. Donc, maladie, hospitalisation, rapatriement. Si c'est vérifié quand il arrive au Canada, et c'est très courant, hein, les vérifications, surtout maintenant, mais déjà avant, ça arrivait très souvent, s'il n'a pas d'assurance, il repart dans l'autre sens. S'il a une assurance trop courte, il aura un permis jeune pro trop court. Donc c'est important de ne pas oublier ça. Et dans ton cas à toi, le mieux c'est quand même d'avoir aussi une assurance privée de ton côté parce que d'une part, tout n'est pas forcément couvert par la sécurité sociale locale, mais en plus, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de rapatriement. Et c'est pour ça, en fait, c'est notamment pour ça que les assurances locales ne suffisent pas dans le cadre d'un PVT jeune pro et stage. C'est parce qu'il faut le rapatriement absolument. C'est ce qui coûte le plus cher. Donc le Canada veut vraiment vérifier que vous avez ça. Donc voilà, c'est important d'avoir qu'il ait au moins cette assurance-là et qu'après il regarde également s'il a une assurance locale. Comme ça, il regarde un petit peu à quel niveau il est couvert. Disons que ça fait un peu des complémentaires. C'est jamais perdu, honnêtement, au Canada d'avoir plusieurs choses. Surtout qu'elles ne vont pas couvrir pour les mêmes choses. En couple, si l'un des deux a un PVT, l'autre partenaire peut-il le recevoir plus facilement ou le tirage au sort est le même? Malheureusement, non. Il n'y a pas du tout de traitement de faveur pour les conjoints de ceux qui ont déjà un PVT. C'est vraiment du tirage au sort, mais au hasard. Et c'est chacun pour soi. Dans le cadre du PVT, il faut juste avoir tous les deux de la chance. Bonsoir, comment faire quand on veut partir et que l'on a plus de 35 ans, en couple avec 2 enfants de 10 ans et 7 ans? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va dépendre de pas mal de choses, notamment où tu veux partir. Est-ce que c'est pour étudier? Est-ce que c'est pour travailler? Dans quel domaine tu travailles? Est-ce que c'est un domaine qualifié? Est-ce que c'est un domaine non qualifié? Donc ça peut être intéressant de consulter 2 de nos dossiers qu'on va vous mettre en lien. Le premier, je l'ai déjà cité, c'est tous les permis et visas pour le Canada, qui vous donne quand même un bon aperçu de vos options. Et le deuxième, c'est notre guide de la résidence permanente au Canada. J'en ai pas mal parlé récemment dans le cadre du mois du Québec auquel je participe, parce que en fait ma collègue Marie, là, qui est en train de lire vos questions, elle a fait ce guide qui est génial parce qu'on comprend mieux en fait la résidence permanente au Canada. On se rend compte que c'est chaque province qui fait ses petites règles et que dans chaque province, il y a plusieurs façons d'immigrer dans la province. Donc autant vous dire que il y a peut-être plein de techniques pour vous ou peut-être une seule pour partir au Canada. Ça dépend vraiment de votre profil. En tout cas, ce que je peux noter, j'en ai parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure, mobilité francophone. Pour ceux qui ne veulent pas aller au Québec, sachez que c'est un permis qui ressemble à
beaucoup de choses près au permis jeune professionnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir trouvé un emploi, normalement plutôt un emploi qualifié, mais l'avantage de mobilité francophone, donc c'est hors Québec, mais il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas de limite de nationalité. Par exemple, les Suisses ou les Belges n'ont pas de... si, les Suisses ont un jeune pro, les Belges n'ont pas de jeune pro, mais par contre, ils peuvent demander la mobilité francophone s'ils sont francophones. Un Marocain n'a pas le PVT, n'a pas le jeune pro, mais il est éligible à mobilité francophone s'il trouve un emploi qualifié en dehors du Québec et s'il parle français. Voilà, c'était deux exemples qui sont assez parlants. Voilà, donc évidemment, notre guide de la résidence permanente est quand même en cours de mise à jour. Voilà, prenez les informations avec tous les liens utiles, etc. dedans et n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour toujours vérifier en temps réel si les règles n'ont pas changé pour chaque province. Parce que nous, quand on fait des dossiers, ils peuvent être faits il y a un an et demi, on n'est pas à l'abri que des choses changent et qu'on ne le voit pas immédiatement. Donc on vous donne la base et ensuite on vous donne toujours la source. Vous cliquez sur la source et vous vérifiez auprès de la province que rien n'a changé. Alors, j'ai ma lettre d'introduction, mais mon conjoint attend toujours la validation de la sienne. Tous les documents sont dans son compte CIC. Que conseillez-vous? Partir maintenant en tant que conjoint de fait ou attendre de recevoir sa lettre d'introduction? Alors, les deux sont envisageables. Si ton conjoint obtient une autorisation spéciale dont on parle depuis tout à l'heure. Quand on arrive au Canada, l'avantage qu'il y a depuis quelques semaines, c'est que si on obtient sa lettre d'introduction quand on est au Canada, on a maintenant la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de valider son PVT directement depuis le Canada sur Internet sans avoir à faire le tour du poteau, c'est-à-dire faire un petit tour de 5 minutes aux États-Unis et revenir pour le valider. Donc voilà, vous pouvez tout à fait envisager de partir maintenant. Et puis dans ce cas-là, une fois qu'il a sa lettre d'introduction, il pourra valider son PVT depuis le Canada. Mais pensez bien à l'autorisation au préalable, avant de quitter votre pays d'origine. Bonjour, comment peut-on faire pour aller vivre au Canada où notre fille fait ses études? Alors il va vous falloir très certainement un permis de travail. Évidemment, vous pourriez lancer une demande de résidence permanente. Ça dépend de la province. Encore une fois, il y a des provinces où c'est plus facile et plus rapide que dans d'autres. Mais sinon, si vous allez au Québec, par exemple, c'est vrai que c'est plutôt demander un permis de travail. C'est un peu votre seule solution parce que si vous voulez vivre au Canada sans travailler, vous pourrez y aller en tant que visiteur. Mais ça a une limite. Généralement, les agents d'immigration donnent 6 mois maximum. Et puis, à l'heure actuelle, évidemment, on ne peut pas partir en touriste au Canada. Là, la fermeture des frontières, elle est en vigueur jusqu'au 31 octobre. Ça fait des mois que c'est prolongé tous les mois. Donc là, on va voir ce que ça donne d'ici 12 jours. Et on verra si c'est encore prolongé. Il est possible que ça le soit, on ne va pas se mentir. Donc c'est plutôt le permis d'études pour vous, a priori. Et donc, si votre fille fait ses études là-bas, ça veut dire que vous avez sans doute plus de 35 ans. Donc ça ne va pas être jeune pro. Il faudra vous tourner vers... N'hésitez pas à regarder dans notre dossier tous les permis et visas pour le Canada. Donc, il y aurait mobilité francophone hors Québec. Et au Québec, plutôt un permis de travail classique. Ça veut dire que l'employeur va devoir faire une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, certainement prouver qu'il a essayé de recruter un Canadien ou un résident permanent du Canada avant de vous embaucher vous. En fait, justifier le fait qu'il vous embauche vous, travailleur étranger. Par contre, si vous êtes en couple depuis très longtemps, ce que je suppose être le cas si vous avez une fille, si l'un de vous deux obtient un permis de travail lié à un employeur, un permis de travail fermé, si l'emploi est qualifié, vous pourriez demander un permis, l'autre pourrait demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint. Voilà. Bonsoir, si je pars au Canada avec un permis d'études, mon conjoint pourra venir avec un visa visiteur et ensuite trouver sur place un emploi et faire la demande. Car du coup, avec un permis d'études, je n'aurai pas de revenus. Effectivement, si toi tu es en permis d'études, si vous êtes marié ou si vous êtes conjoint de fait, donc 12 mois de vie commune, preuve à l'appui, ton conjoint va pouvoir demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un étudiant au Canada si tes études durent plus de 6 mois. Voilà. À noter que de manière générale, quand tu demandes un permis d'études, on te demande de démontrer que tu disposes d'économies, c'est-à-dire que tu ne pourras pas vraiment partir en études si ton compte est à 200 € par exemple. Hein. Et sache aussi que quand tu es en permis d'études au Canada, tu as le droit de travailler à côté de tes études 20 heures par semaine et pendant les vacances scolaires, c'est à temps plein. Tu peux travailler plus d'heures par semaine.
Donc oui, effectivement, ça peut être ça que ton conjoint vienne avec un permis en tant que conjoint de fait et puis cherche du travail sur place. Par contre, si je pars au Canada, ok, tu dis si, donc je pense que tu n'as pas déjà ton permis d'études, ça veut dire que ça, vous ferez peut-être toutes ces démarches plutôt quand ce sera hors Covid, je suppose. Alors, bonjour, j'ai reçu une offre d'emploi au Canada dans le cadre d'un transfert au sein de la même entreprise. Quelle demande de permis de travail dois-je faire? Dois-je entreprendre? Mon conjoint va me suivre et il a aussi une offre d'emploi. Quelle demande dois-je faire pour lui? Alors, hmm, d'accord, donc ça c'est quelque chose que je connais moins. Ça vaudrait le coup de regarder sur le site des autorités canadiennes le programme qui s'appelle Mobilité internationale. Euh, donc a priori ça s'appelle tu es considéré comme une personne mutée à l'intérieur de la société, dispense C12. Je n'en connais pas beaucoup. Sur ce sujet-là, mais au moins je t'ai donné le nom, comme ça tu peux aller regarder sur internet la dispense C12 pour les personnes mutées à l'intérieur d'une société. Voilà. Sache aussi que si l'un de vous deux a un permis de travail, Marie, si tu m'entends et que tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me laisser un petit message. Mais si un de vous deux, si vous êtes conjoint de fait ou marié, et qu'un de vous deux obtient un permis de travail fermé avec un employeur dans un domaine qualifié, ça peut valoir le coup peut-être de ne pas lancer deux démarches en même temps, mais qu'un seul demande le permis de travail et que l'autre demande un permis de travail ouvert. Ça aura pour avantage, je pense, que celui qui demande le permis de travail ouvert ne soit pas lié à son employeur. Moi, j'aime bien les permis de travail ouverts parce que vous êtes plus libre de faire ce que vous voulez en fait. Voilà, Marie me dit oui. Parce que c'est ça, imaginons la personne qui pose la question. Si toi, tu as un permis de travail, domaine qualifié, ton conjoint obtient un permis de travail ouvert. Vous arrivez au Canada, il commence par travailler, il commence à travailler avec l'employeur qui lui a proposé un emploi, mais en fait ça se passe pas bien. Ou alors quelqu'un vient le chercher en lui disant moi j'ai une offre d'emploi super pour toi. Avec un permis de travail ouvert, il change. Il n'a aucune nouvelle démarche à faire. Alors qu'avec un permis de travail fermé, il va devoir redemander un nouveau permis de travail fermé avec le nouvel employeur. Donc voilà, ça à réfléchir entre vous, mais il y a peut-être quelque chose à faire. En fait, ce qu'il faudrait regarder, c'est si avec le permis de travail pour les personnes qui sont mutées à l'intérieur d'une société, je vois pas pourquoi non, si le conjoint peut aussi te demander un permis de travail ouvert. Mais normalement, oui, hein, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc là, on arrive à la fin des questions qui sont vraiment très très en lien avec la thématique. Il y en a eu d'autres. Je regarde un petit peu ce qu'il y a eu. Hum. Alors, est-ce qu'une prolongation est possible en temps de Covid pour ceux qui ont déjà activé leur PVT? Alors non, a priori, là, le PVT ne se prolonge pas au-delà de sa durée maximale et les autorités canadiennes, pour le moment, n'ont rien indiqué, enfin, n'ont pas indiqué qu'ils allaient proposer des prolongations de PVT déjà validées. Mais il existe d'autres types de permis auxquels vous pourriez être éligible pour la suite de votre PVT. C'est pas idéal, hein, je vous l'accorde, mais voilà, a priori, hein, à moins d'une super annonce dans les prochaines semaines, et vaut mieux pas compter dessus pour pas être déçu, non, il n'y a pas de prolongation. Voilà. Ce n'est pas 10 jours maintenant la quarantaine à l'arrivée? Non, non, c'est toujours 14 jours. Il faut bien respecter, hein. On a eu vent il y a 10 jours de deux PVTistes qui n'ont pas respecté leur quatorzaine. Je vous dis même pas combien ils ont payé. Il y a 5 chiffres dans la somme. Donc ne sortez pas pendant 14 jours du tout. Vous vous faites livrer vos courses, vous lisez, vous faites du Netflix, vous lisez pvtis.net, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne sortez pas. Voilà. Bonsoir, mon fils peut-il venir travailler en contrat jeune pro s'il a une promesse d'embauche, même s'il n'a pas reçu la lettre d'introduction en attente depuis février? Non. En fait, quand on n'a pas obtenu la lettre d'introduction, on n'a pas obtenu son permis de travail, malheureusement. Donc il ne peut pas partir pour le moment tant que sa demande n'est pas approuvée, malheureusement. Hop, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions à propos du sujet du soir. Comment peut-on travailler en tant que travailleur autonome à son compte en plus d'un visa fermé? J'ai le CSQ et je suis en attente de la RP. Alors, si tu as un permis de travail fermé, tu as un employeur bien précis pour lequel tu as le droit de travailler. Tu peux pas travailler pour d'autres employeurs, donc ça marche pas en fait le fait
d'être travailleur autonome et ton travail doit être un travail salarié. Par contre, une fois que tu auras obtenu la résidence permanente au Canada, tu pourras travailler comme travailleur autonome à temps plein ou travailler toujours chez le même employeur et travailler comme travailleur autonome à côté. Mais c'est vrai que le travail en tant que freelance, ça va de pair avec un permis de travail ouvert. Donc, avec l'autorisation de travailler pour tout le monde. Un PVT, un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un étudiant ou d'un travailleur qualifié, ou la résidence permanente. Ensuite, bonsoir, quel délai en moyenne y a-t-il entre la demande de PVT et le départ pour le Canada? Alors, en gros, le PVT fonctionne sur un système de tirage au sort. Donc déjà ça, c'est pas forcément simple. On a des gens qui s'inscrivent parfois, ils découvrent le PVT à un salon, ils s'inscrivent et 2 semaines plus tard, ils sont tirés au sort. Mais on a aussi eu des gens qui ont été tirés au sort 5 ans après. Ça faisait 5 ans qu'ils essayaient. Tous les ans, ils étaient dans le bassin et ils n'avaient pas cette chance. Donc déjà, ça, je préfère le préciser. Une fois que tu es tiré au sort et que tu as obtenu ton PVT, tu as 12 mois pour te rendre au Canada. Voilà. Après, il y en a qui partent, je sais pas, 1 semaine plus tard, s'ils ont pas mal d'argent, s'ils ont trouvé un billet d'avion pas trop cher et que s'ils avaient tout finalisé ici avant de partir. Quand il y en a d'autres qui vont attendre vraiment 11 mois et demi pour partir, puisqu'ils s'en fichent en soi, parce que c'est quand on arrive au Canada que le PVT commence pour 2 ans maximum pour les Français et 1 an maximum pour les Belges, puisque ça aussi, ça dépend des nationalités. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Si je suis au Canada dans le cadre d'un permis de travail fermé, peut-on, au bout de quelques mois, faire une demande d'un PVT afin de partir maintenant et lors de la fin de la crise Covid, faire la demande du PVT pour profiter des avantages liés au voyage du PVT? Celle-là, j'ai pas réussi. Excusez-moi. Si je suis au Canada dans le cadre d'un permis fermé. Ok, tout à fait. Tu as tout à fait le droit de demander un PVT si tu es éligible à n'importe quel moment, même si tu es au Canada, même si tu es au Canada avec un permis de travail ou d'études. Simplement, si tu as obtenu un permis jeune professionnel et que tu es français, tu n'es plus éligible au PVT. Donc comme tu précises pas quel permis de travail fermé tu as eu, je préfère le dire. Mais si c'est un permis de travail classique ou un permis mobilité francophone, tu es tout à fait éligible quand les demandes de PVT vont reprendre. Tout à fait. Je crois qu'on a eu une autre question. Bonsoir, je suis au Canada depuis 9 mois. Comment puis-je faire venir mon conjoint qui est actuellement en France? Marié ou conjoint de fait? T'as pas dit époux-épouse, donc je dirais conjoint de fait. Là, vous n'êtes plus conjoint. Vous n'êtes plus considéré comme conjoint de fait puisque ça fait 9 mois que vous êtes séparés. Si ça fait bien 9 mois que vous êtes séparés, en tout cas. Votre conjoint de fait, il a été annulé d'une certaine façon, c'est pas le mot, mais vous voyez, il a été perdu. Donc comment le faire venir? Il va falloir que lui-même puisse avoir les moyens de se rendre au Canada en trouvant un employeur et ensuite en obtenant un permis de travail, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, étant donné que les étudiants peuvent aller au Canada à partir de demain, pas tous, hein, y a-t-il de l'espoir pour les PVTistes dans les mois à venir? Alors on espère. Il n'y a aucune information pour le moment qui va dans ce sens. Donc c'est-à-dire que si vous avez un PVT et que vous avez vraiment très très hâte de partir, on vous recommande d'essayer de trouver un emploi depuis la France ou la Belgique. On avait consacré une visio que vous trouverez sur notre page Facebook pvtis.net Canada sur comment trouver un emploi au Canada à distance. Et d'ailleurs, ça peut être aucun lien, mais dans la foulée, notamment au mois de septembre, il y a eu plus de départs, donc on espère que ça vous a été utile, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas trop savoir là pour le moment si c'est de bon augure ou pas. On espère, hein, bien sûr, mais c'est pas certain. Il y a peut-être des mesures qui ont été prises récemment. Alors attendez, j'attends un petit lien de ma collègue. Je vais aller répondre à une autre question en attendant. Bonsoir. À ceux qui avaient finalisé la partie biométrie, avez-vous reçu des lettres d'introduction depuis? Alors si c'est pour une demande de permis EIC, donc PVT, stage, jeune pro ou VIE, le traitement des demandes a été totalement suspendu au début de la crise. Donc malheureusement, tout a été mis en pause en fait. Donc c'est pas de chance pour certains peut-être à 2 jours près. Il n'y a pas eu de réponse quoi. Voilà. C'est pas surprenant en tout cas si tu n'as pas eu de réponse, c'est que ça a été mis en pause depuis le mois de mars. Est-ce qu'il faut pour mobilité francophone les 2500 $ exigés en arrivant?
comme pour un permis EIC. Alors non, mais comme tu vas avoir des frais en arrivant, notamment si tu trouves un logement, tu auras un loyer, et puis ça peut arriver qu'un propriétaire te demande le premier mois de loyer et le dernier mois de loyer. Tu vas aussi avoir une ligne téléphonique. Si tu habites tout seul, tu vas devoir ouvrir une ligne internet, etc. Et ça a un coût. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir de l'argent de côté. Et je t'avoue, pour avoir vérifié il y a peu de temps, que 2500 $, ça équivaut à 1600 euros. C'est pas beaucoup, hein. Donc 2500 $, vraiment pour moi, c'est un vraiment minimum parce qu'il va falloir quand même tenir le temps de ta première paye. Après, c'est sûr que si tu es payé 8000 $ par mois et donc 4000 $ toutes les 2 semaines, c'est vrai que tu peux peut-être tenir les 2 premières semaines et attendre ta première paye. Mais pour la majorité d'entre nous, ça vaut quand même le coup d'avoir au moins ces 2500 $. Alors, je remonte. J'ai vu qu'il y avait un petit commentaire. Alors oui. Alors, donc Marie m'explique, il y a peut-être des mesures qui ont été prises récemment suite à la crise. Donc, on va vous mettre un lien sur le site canada.ca. Et donc le titre de la page, du passage s'appelle Comment aller rejoindre les membres de votre famille élargie qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents. Voilà. Donc, ça vaut le coup de regarder ça. Si vous avez un lien avec un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, vous devez être au sein d'une relation amoureuse exclusive durant depuis au moins 1 an, c'est une petite coquille sur le site des autorités, et avoir été physiquement avec cette personne à un moment donné de la relation. Ok, donc la personne qui demandait je suis au Canada depuis 9 mois, ça dépend aussi si tu es au Canada par exemple en PVT ou si tu es en résidence permanente. Si tu es en résidence permanente, le lien qu'on va vous mettre, Léa, qui concerne la question comment rejoindre les membres de ma famille qui sont résidents permanents, ça te concerne. Voilà. Voilà, c'est tout à fait ça. Si tu es temporaire, parce que j'ai dit PVT, mais ça peut être avec un autre permis, ça peut être jeune pro, ça peut être stage. Si tu n'es pas en résident permanent, ça ne va pas fonctionner. Alors, bonjour, j'ai eu une lettre d'introduction au point d'entrée pour un permis jeune professionnel. Mon départ prévu en mars a été annulé. Depuis, j'hésite à partir. La lettre arrive en fin de validité en février 2020. Est-ce que je peux prendre le risque de faire une demande de prolongation? Est-ce qu'un motif personnel sera accepté? J'ai peur de perdre ma demande. Que me conseillez-vous? Alors, il faudrait déjà voir si ton employeur est toujours prêt à t'embaucher. Est-ce qu'il veut toujours t'embaucher? Si ça n'est pas le cas, le mieux c'est qu'il retire l'offre d'emploi sur le portail des employeurs, là où il avait saisi son offre d'emploi initialement pour que tu puisses faire ta demande de permis jeune pro. Il va être remboursé des frais de 230 $ qu'il avait dû avancer et toi, ta lettre d'introduction, elle va être annulée. Ça ne comptera pas comme une participation au permis jeune professionnel. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Et dans ton cas, je pense que c'est le mieux à faire. Et à un moment donné, quand tout ça va reprendre, quand le traitement va reprendre, tu referas une demande de permis jeune professionnel si ton employeur est toujours prêt à t'embaucher. Voilà, on te recommanderait plutôt de faire ça. Voilà, je continue dans les questions un petit peu hors sujet, entre guillemets, parce que c'est pas trop couple ou famille, parce qu'il n'y a pas eu d'autres questions qui concernent les départs en famille. Alors, comment faire pour obtenir une résidence permanente? Nous souhaitons partir en famille et je me suis seulement renseignée sur le PVT, merci. Alors, le mieux, c'est vraiment notre dossier, le guide de la résidence permanente au Canada qu'on vous a mis en lien. Il faut déjà, dans un premier temps, que vous regardiez dans quelle province vous voulez vous installer, ou alors à l'inverse, regardez ce qui vous paraît peut-être le plus simple pour choisir votre province. Le Québec, c'est pas l'endroit le plus simple, par exemple, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a souvent beaucoup de techniques pour immigrer au Canada et elles dépendent des provinces, et il y en a plusieurs par province. Donc, il n'y a pas une réponse unique à la question comment obtenir une résidence permanente. Je t'invite vraiment à regarder ce dossier-là. Voilà. Donc voilà, là on va arriver à la fin de notre présentation. J'ai attendu un petit peu pour voir s'il y avait d'autres questions sur la thématique partir au Canada en couple ou en famille. Mais c'est vrai que là il y en a eu beaucoup d'autres sur d'autres sujets. Le mieux, on va regarder un petit peu les questions qui sont restées en suspens. On va voir si les prochaines visioconférences qu'on a l'intention de vous proposer vont y répondre ou peut-être que ça nous donnera des idées pour décembre ou pour janvier. N'hésitez pas à suivre notre page Facebook pvtis.net Canada mais aussi notre page Facebook pvtis.net.
PVT.net. On a par exemple fait la semaine dernière une visio sur partir seul en PVT, qui était assez sympathique, assez informelle pour le coup, beaucoup moins sur les démarches administratives. Prochainement, on va faire des séances d'information sur la page pvtis.net sur quel budget pour un PVT et faire du bénévolat ou du volontariat pendant un PVT, et également partir en PVT sans parler la langue du pays. Vous voyez, en fait, on profite un petit peu de cette période où les gens ne peuvent pas partir pour vous proposer pas mal de séances d'infos très spécifiques avec des thèmes qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et je pense que ça peut vous permettre d'avoir d'autres réponses. Comme ça, là, je vais m'arrêter. Et puis, je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de questions. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile, que c'était clair. Et puis évidemment, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui vous vient demain ou après-demain, vous allez sur PVTist, vous commentez le dossier sur partir au Canada en famille ou en couple. Vous nous posez des questions, nous on reçoit une notification et on n'hésitera pas à vous répondre dessus. Et également, si vous allez sur pvtis.net dans l'onglet forum, vous verrez qu'on a un forum par pays. Donc si vous rentrez dans le forum Canada, vous verrez c'est découpé par thématique, hein. Il y a le PVT, les autres permis, le permis d'études, la résidence permanente, la citoyenneté. Il y a aussi les départs en famille et il y a des familles qui s'entraident. Donc n'hésitez vraiment pas à venir sur le site et à ne pas rester uniquement sur Facebook, ça vous permettra de lire pas mal de choses intéressantes. Voilà, donc pour clore cette séance d'information, je voulais vous préciser donc qu'on a le guide des PVTistes au Canada que vous pouvez consulter, notre dossier partir en PVT, pas qu'en PVT d'ailleurs, partir au Canada en famille ou en couple. Également que sur Instagram, sur notre compte PVTiste avec un S, on fait un point Covid-19 toutes les semaines. Donc si vous n'êtes pas sur Instagram, c'est relayé sur notre page Facebook pvtis.net. Et ça vous permet en fait d'être sûr de ne rien rater comme nouvelle information sur le Canada. Voilà. Encore une fois, merci à tous pour votre présence. Merci à Anise et Marie qui m'ont noté les questions par ordre de pertinence, ce qui m'a permis de ne pas aller fouiller dans tous vos commentaires. Merci d'avoir été aussi présents. On a vu que ça intéressait beaucoup de monde. Et à très vite pour une future visioconférence sur un autre sujet. Bonne soirée à tous.